Alors, qui est vraiment Laurent Vohan? Aujourd'hui, on va plonger dans son propre monologue pour essayer de comprendre, de décortiquer la persona fascinante et très contradictoire qu'il se construit. Et tout commence par cette citation. C'est vraiment la clé pour le comprendre. Le grand écart. Il ne se définit pas par un seul monde, bien au contraire. Il se définit par cette tension permanente entre deux extrêmes. D'un côté, l'artiste des rues, et de l'autre, le financier d'élite. C'est ça, le cœur de son récit. Alors, concrètement, ça donne quoi ce grand écart? Eh bien, d'un côté, il y a le monde de la finance, l'héritage de l'oncle millionnaire, les appartements de luxe sur l'avenue Foch, et de l'autre, l'opposé total, la rue, les squats dans des immeubles abandonnés, la création avec d'autres artistes. Le point crucial, c'est qu'il ne présente pas ça comme deux étapes de sa vie. Non, non, il prétend avoir vécu ces deux réalités en même temps, simultanément. On entre donc dans la première facette de ce personnage, un homme de contradiction. Il jongle donc entre le costume cravate de l'empire familial et l'ambiance des squats. Ce n'est pas juste une reconversion, c'est une posture. Il insiste vraiment sur ce point, il a mené ces deux vies de front. En fait, c'est un rejet total de l'idée d'avoir une seule identité, d'être mis dans une seule case. Mais cette dualité, ce n'est que la première couche. Parce que quand on creuse un peu, on découvre une autre facette de son personnage, celle du polymathe autoproclamé. Et la question se pose, expert en quoi exactement? Eh bien, préparez-vous parce que la liste de ses compétences est, pour le moins, vertigineuse. Musicien, peintre, gérant de club de jazz. Bon, ça c'est le côté artiste. Mais aussi expert des religions, grand expert contre l'islamophobie, très grand géopoliticien. Et puis, hop, on passe à créateur de NFT, programmeur, et on finit par écrivain, rappeur, artiste de rue. Ce qui est frappant, c'est qu'on retrouve encore et toujours ce fameux grand écart. C'est l'autoportrait d'un homme qui se veut total, maîtrisant à la fois l'art, la technique et la pensée complexe. Et il ne fait pas dans la demi-mesure. Sur la géopolitique, par exemple, il ne dit pas juste « je m'y connais un peu ». Non, il affirme qu'il explique la guerre en Ukraine mieux que tout le monde, mieux même que l'ancien patron de la DGSI. C'est plus qu'une expertise, c'est une déclaration de supériorité. Pareil pour la technologie. Sur les NFT, il ne dit pas « j'en ai créé quelques-uns ». Il dit « j'ai fait les 2 plus grandes collections de l'histoire de France ». Rien que ça. À chaque fois, il ne se contente pas de participer, il se place au sommet, dans une dimension historique. Alors, on a vu ce qu'il dit maîtriser, mais un personnage se définit aussi par ce qu'il rejette. Et là, on entre dans une autre dimension, le critique de tous. Et il commence par qui? Par les mondes artistiques qu'il prétend connaître de l'intérieur. Les poètes, par exemple. Je les supporte pas, dit-il. Leur côté mièvre, bourgeois. Il les voit comme des ponts qui mentent, en citant Nietzsche. C'est assez ironique de critiquer aussi durement un milieu dont il se réclame. Après les poètes, les comédiens. Et là, le mot est encore plus fort. Je les déteste. Pour lui, c'est simple. Des mégalomanes, des névrosés. Une jeunesse gâchée, dit-il, qui fait du théâtre pour faire sa thérapie. Le monde de la scène n'est clairement pas épargné. En fait, ce mépris est tellement généralisé que ça s'étend à toute la chaîne de création. Il s'imagine faire un film et il l'admet. Il déteste le producteur, le distributeur et même presque le public. Au final, on a l'impression qu'il n'y a de la place que pour lui. Et pour finir, sa critique ne vise plus des groupes spécifiques, mais l'humanité tout entière. En citant Céline, il la dépeint comme « grasse, lourde, forte en haine ». Là, on n'est plus dans la critique d'art, on est dans une vision du monde profondément pessimiste. Et tout ce dédain, ce rejet de ce qu'il appelle la névrose de la société, ça nous ramène directement à son conflit central et au choix radical qu'il prétend avoir fait. Face à ce grand écart, il tranche. Le paradoxe est résolu. C'est très clair. Franchement, j'ai préféré la rue. Il affirme avoir préféré la pauvreté à la richesse, l'authenticité supposée de la rue au luxe de l'avenue Foch. Pour illustrer cette philosophie, il raconte cette histoire, une sorte de parabole moderne. Un ami hérite d'une grosse fortune, dédesté et décide de tout donner aux pigeons de Paris. Il se fait expulser, vit dans sa camionnette, mais chaque jour, des centaines de pigeons l'attendent. C'est l'image parfaite du rejet total de l'argent au profit d'un geste pur et simple. La raison de fond derrière ce choix, c'est donc son intolérance absolue pour la névrose de la société qu'il voit partout, des milliardaires aux politiciens. Pour lui, la rue représente une évasion, une fuite de cette théâtralité, de cette maladie psychologique ambiante. Alors, le portrait semble presque complet. L'artiste financier, le polymathe, le critique misanthrope qui choisit la rue. Mais le monologue se termine par une pirouette, une touche finale assez inattendue. Juste au moment où l'on pense avoir cerné le personnage,
il ajoute lui-même une petite fissure dans sa propre façade d'omniscience. Écoutez ça, je sais que je suis expert dans un autre truc, mais j'ai oublié quoi. Bizarre quand même, c'est presque un clin d'œil. La liste de ses talents est si extraordinairement longue que même lui, le grand polymathe, il ne s'en souvient plus. Et c'est là-dessus qu'on reste, sur cet autoportrait immense, contradictoire et peut-être délibérément incomplet. Ce qui nous laisse avec la question finale. Est-ce que cet autoportrait est le reflet sincère d'un homme incroyablement complexe, ou est-ce la performance ultime d'un artiste dont l'œuvre principale, c'est peut-être lui-même, un portrait qu'il continue de sculpter sans jamais vraiment vouloir le terminer ?